Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec ce reportage sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. La 6e conférence mondiale de la fatwa organisée par Dar al-Ifta pour 2 jours a débuté aujourd'hui au Caire. La conférence témoigne de la participation de hauts responsables de l'État, un nombre d'oulémas et de muftis venant de différents pays du monde. Dans son discours, le mufti de la République, Chaouia Alem, a affirmé que la conférence visait à ouvrir de nouveaux horizons dans le domaine de la fatwa d'une manière innovatrice basée sur la numéralisation et du développement. Le ministre des Waqf, Mukhtar Gouma, a de son côté affirmé la nécessité de soutenir et de renforcer les institutions nationales de l'État dans le domaine de la fatwa et de collaborer avec les institutions religieuses en vue de partager la libre pensée. Wael Saïd était sur place. La 6e conférence mondiale de la fatwa ou avis jurisprudentiel se tient au Caire sous le slogan « Les institutions de l'émission des fatwas dans un monde numérique, les défis de l'évolution et les mécanismes de la coopération ». La conférence est sous le parrainage de son Excellence le Président Abdel Fattah al-Sisi. Le slogan de la conférence « Œuvrer pour la création des institutions de fatwa ou avis jurisprudentiel numérique ». Cette conférence se tient en Égypte sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. L'Institut prestigieux de l'Azhar basé en Égypte organise cette conférence afin de pouvoir appliquer la méthode modérée qui garantit à cette nation le bien et la sécurité. Les objectifs de la conférence sont augmenter la sensibilisation dans les institutions de la fatwa et son impact sur la communauté, améliorer la performance des techniques numériques déjà suivies dans les institutions de fatwa et vulgariser son usage parmi les membres du secrétariat général des multiples institutions de fatwa dans le monde entier. Parmi les participants à cette conférence figurent entre autres des délégations d'au moins 85 pays du monde, des ulémas, des muftis, des ministres et de figures publiques, outre l'élite des dignitaires religieux et représentants de maisons de fatwa dans le monde. Quelle est la langue qu'utilise le monde aujourd'hui? C'est la langue digitale. Donc, si on n'est pas prêt à avoir recours aux réseaux sociaux, cette appel ne réussira jamais. On doit bien maîtriser cette langue pour transmettre la dawa aux 4 coins du monde. Les principaux thèmes qui seront débattus: les institutions de fatwa collectives à la réalité et l'objectif, les institutions et fatwa à l'époque numérique, les défis qu'envisage le développement et les modèles de solutions. Il est prévu que la conférence termine ses travaux avec une session de clôture qui renferme des activités outre la déclaration du bilan final. Le financement des mécanismes favorisant la coopération entre les institutions de fatwa ou avis jurisprudentiels pour affronter les défis de développement technique et pour intégrer les institutions de fatwa à l'ère numérique sont parmi les objectifs de la 6e conférence mondiale de la fatwa. Wael Saïd, Nal TV International. مصيرنا واحد وأهدافنا المشتركة واحدة، وما يتحقق من خير وفائدة لمصر من شأنه أيضا أن يعود بالنفع والفائدة على كافة دول القارة. إن مصر لن تدخر جهدا لدعم ونقل خبراتها لأشقائها الأفارقة لتصبح أفريقيا قوة فاعلة على الساحة الدولية بحلول عام 2063. سوف تتجه إفريقيا إلى المزيد من التقدم
والازدهار والسلام والتعاون المشترك. إن كافة تحركات الدول الإفريقية تهدف لتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. تحيا شعوب ودول إفريقيا وتحيا مصر. Avant de vous présenter le reportage prochain, j'aimerais bien accueillir dans le studio Dr Raouf Gafar. Vous êtes expert en économie. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, je vais présenter ce reportage qui concerne des relations économiques, surtout entre l'Égypte et d'autres pays. Et puis, vous allez faire vos commentaires. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Jakub Kulajnek. Le président a loué les relations historiques entre les deux pays amis depuis près d'un siècle, soulignant le grand intérêt que l'Égypte attache au développement des relations bilatérales avec les républiques tchèques dans divers domaines. Par ailleurs, le chef de l'État a également reçu le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, qui a souligné la fierté de son pays en louant des relations étroites et distinguées avec l'Égypte, tout en louant les réalisations de l'Égypte sous la direction du président El-Sisi à plusieurs niveaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Salih Hamed Yarashoucha nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu dimanche le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Ramtan Lamamra. Le président a salué les relations bilatérales historiques et fraternelles entre les deux pays, tout en affirmant la volonté de l'Égypte de développer la coopération bilatérale avec l'Algérie, frère dans divers domaines. Le ministre algérien a de son côté transmis au président el-Sisi les salutations du président Abdelmajid Tebboune, soulignant la fierté de l'Algérie pour les relations étroites et distinguées avec l'Égypte, tout en louant les réalisations de l'Égypte sous la direction du président el-Sisi à plusieurs niveaux, notamment la lutte contre le terrorisme. L'entretien a porté également sur l'augmentation des canaux de communication communs pour faciliter le mouvement des échanges commerciaux et augmenter le volume des investissements. L'entretien a aussi abordé l'évolution d'un certain nombre de questions régionales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, où les visions ont convergé à cet égard sur l'importance de renforcer les cadres de coordination égypto-algériens pertinents afin d'activer la volonté du peuple libyen en soutenant les institutions de l'État libyen et les efforts actuels visant à assurer la sécurité et la stabilité. L'évolution de la situation en Tunisie a de même été abordée, où un consensus s'est dégagé à cet égard pour soutenir tout ce qui permettrait d'y maintenir la stabilité et de mettre en œuvre la volonté et les choix du peuple tunisien afin de préserver ses capacités et la sécurité de son pays. Les derniers développements du dossier du barrage éthiopien ont également été examinés. Par ailleurs, le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, M. Jakub Kulajnek. Le président a loué les relations historiques entre les deux pays depuis près d'un siècle, soulignant de même le grand intérêt que l'Égypte attache au développement des relations bilatérales avec la République tchèque. Le président el-Sisi a exprimé le grand intérêt de l'Égypte à développer la coopération avec la République tchèque dans le cadre du groupe de Visegrad, comprenant la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie, en plus de la République tchèque, afin de renforcer les cadres de coopération entre l'Égypte et cet important groupement régional, étant donné qu'il comprend les mêmes points de vue avec l'Égypte, notamment dans les domaines de la lutte contre l'immigration clandestine. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a par ailleurs affirmé la volonté de son pays de faire progresser les relations bilatérales avec l'Égypte, étant un pilier important et fondamental pour la stabilité dans les régions du Moyen-Orient et de la Méditerranée, surtout en ce qui concerne l'élargissement des relations d'investissement à la lumière des développements positifs observés récemment par l'économie égyptienne sous la direction du président el-Sisi.
La réunion a également abordé la localisation de l'industrie et le transfert de technologies ainsi qu'au niveau sécuritaire, militaire et touristique et au domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, le ministre tchèque a salué la démarche équilibrée du gouvernement égyptien pour faire face aux répercussions de la pandémie depuis son déclenchement jusqu'à présent. Docteur Raouf Ghafar, je rappelle que vous êtes expert en économie, les relations égypto-tchèques, l'histoire et aujourd'hui. Ce sont des relations assez vieilles, si je peux dire. Ça a commencé dans les années 50 et nous étions d'ailleurs très près les uns et les autres avec les... à l'époque, c'était la Tchécoslovaquie. Mais en principe, nous avons fait beaucoup d'usines à base de machines. De la technologie tchèque, ouais. Ils ont développé une technologie qui est pas si compliquée, donc qui peut être assimilée facilement. Et ça a continué, même quand ils se sont divisés en deux, nous avons conservé la relation avec les Tchèques d'un côté et les Slovaques de l'autre, mais en principe, oui, nous avons beaucoup de, sur le plan mécanique particulièrement, pompes, stations de pompage, etc., avec des boîtes tchèques et la technologie tchèque. Et je pense que cette visite va marquer un avancement, disons, une amélioration sur le plan relations. On peut dire que c'est un retour des relations, parce qu'à l'époque de Nasser, il y avait une forte relation entre les deux pays, bon, les relations n'étaient pas assez fortes à l'époque de Sadat, par exemple, mais aujourd'hui, on reprend ces relations. Absolument, absolument. Et je vais répéter, ils ont développé des technologies un peu plus simples, disons non compliquées, qui peuvent être facilement transférés chez nous et sur lesquels on peut baser des industries pas si compliquées, mais qui peuvent servir non seulement au marché égyptien, mais au marché africain. Et ça, c'est une chose que l'administration, maintenant, le président, etc., ils ont cette perception. Ils veulent retourner vers l'Afrique et ils veulent regarder l'Afrique comme un marché très promettant pour les produits égyptiens. C'est pour ça que nous essayons de fabriquer des choses qui ne soient pas si compliquées et qui soient avec des prix raisonnables pour essayer de conquérir le marché africain. Si on parle des relations égypto-africaines, on parle de cette visite ou bien de cette rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères. Il s'agit d'une visite en Égypte où il a rencontré le chef de l'État égyptien. Les relations égypto-algériennes. Bon, il y avait des montées et des descentes, mais nous avions d'ailleurs dans les années 50, à l'époque de Nasser, nous avons aidé l'Algérie sur le plan indépendance, etc., pour des années. La révolution. Et certainement la révolution. Mais en principe, dans une certaine époque, avec le fanatisme, etc., nous nous sommes un peu éloignés, mais ça reprend maintenant. Et je pense que cette visite, bien qu'ils vont discuter des dossiers commerciaux, certainement, mais je pense que cette visite vient justement pour montrer une certaine solidarité à la Tunisie, étant donné que la sécurité nationale de la Tunisie est très importante, et pour l'Algérie d'un côté, et pour nous de l'autre. Et c'est pour ça que je pense que les points de vue sont presque identiques sur ce plan. Et certainement, ils vont discuter de la Libye, parce que, encore une fois, la Libye, c'est entre les deux. Et la paix en Libye, la sécurité, la carte de route pour les élections, etc., c'est d'une importance extrême
pour les deux pays. C'est pour ça que ces deux dossiers, à mon opinion, seront sur la tête des discussions. Très bien, et il ne faut pas oublier que l'Algérie quand même était présente lors de la guerre de 1973. Absolument. Aux côtés de l'Égypte, avec une solidarité, avec une présence. Voilà. Une grande présence. Grande présence, bien sûr. Bon, je passe à un autre sujet, c'est concernant, c'est une nouvelle économique où la livre égyptienne a été en mesure de performer fortement par rapport aux différentes monnaies du monde au cours des dernières années, surmontant les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale et les pressions qu'elle a générées sur les monnaies internationales. Sali Hamed Yarachoucha nous donne les détails. La livre égyptienne a été en mesure de performer fortement par rapport aux différentes monnaies du monde au cours des dernières années, surmontant les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale et les pressions qu'elle a générées sur les monnaies internationales. La livre est en effet soutenue par les réformes économiques et structurelles mises en œuvre par l'État au cours des dernières années et qui ont eu un impact positif sur l'amélioration de tous les indicateurs économiques, de la baisse de l'inflation et du chômage et la durabilité des taux de croissance. C'est ce qui a attiré l'attention des instances internationales rendant hommage et cela a contribué à la confiance croissante des institutions internationales dans l'économie égyptienne. À cet égard, le Centre des médias relevant du Conseil des ministres a publié un rapport qui comprenait des infographies soulignant les gains continus de la livre égyptienne du fait de l'amélioration continue de la performance de l'économie. Le rapport a révélé que la livre égyptienne est la monnaie des marchés émergents la plus performante par rapport au dollar du 30 juin 2017 au juillet 2021, avec une amélioration de 13,1%. Le nouveau dollar de Taïwan s'est amélioré de 8%, la couronne tchèque de 5,6%, le yuan chinois de 4,3% et la chauve-souris thaïlandaise de 3,3%. L'Égypte est le seul pays de la région qui continue d'atteindre un taux de croissance économique positif face à la crise du coronavirus grâce à de meilleurs indicateurs économiques et à de solides performances en livres sterling selon le rapport. Le rapport ajoute que la baisse des taux d'intérêt a contribué à continuer d'atteindre un taux de croissance économique positif et à éviter la déflation malgré la crise du coronavirus. Voilà, la livre égyptienne a gagné devant le dollar américain, par exemple, presque 13 ou même plus que 13% durant les 3 dernières années. Comment vous voyez la performance de cette monnaie? Disons, quand on a pris la décision, la bonne décision d'évaluer notre livre égyptienne dans sa vraie valeur, moi je n'aime pas utiliser le terme d'évaluer, mais on avait flotté la livre égyptienne pour aboutir à la valeur réelle et on a commencé nos pas envers les réformes économiques, etc. Nous avons prouvé à tout le monde que nous avions une base forte. On a déjà fait beaucoup de projets d'infrastructure, on a pavé le chemin pour les investisseurs. Les investissements ont augmenté et on a commencé à récolter ce qu'on a semé. Et puis quand malheureusement le Covid a envahi la planète, encore une fois l'Égypte a pu maintenir un équilibre et une balance très très délicate entre une fermeture complète et entre la continuation de la production. Et grâce à Dieu, nous avons pu résister, nous avons pu passer ces jours très sévères, cette période très sévère, et nous avons conservé notre taux de croissance dans le positif, bien que moins que prévu, mais au moins au positif. Oui. Ce qui n'a pas été performé peut-être dans 2 ou 3 pays dans tout le monde. Donc ça, c'était une chose très positive. Et je pense que maintenant, encore,
ça va de mieux en mieux. Et vous avez mentionné dans votre rapport, avec les grands projets, avec les méga-projets, etc., on assimile beaucoup d'employés, beaucoup de main-d'œuvre, donc le taux de chômage encore a baissé. Et donc tous les indices financiers sont positifs et nous espérons que d'ici quelques mois, peut-être les années prochaines, à mon opinion, la livre égyptienne va bien se maintenir, sinon elle va encore gagner quelques petits pas sur le dollar. Très bien. On vient de savoir, ou bien de révéler que en novembre prochain, il y aura le nouveau billet égyptien de 10 et 20 livres. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Bon, le monde, c'est-à-dire, bouge dans cette direction. Nous avons vu des nouvelles monnaies. Par exemple, en Angleterre, on a transformé les billets de 10 livres, 5 livres et anglais en des pays. Ce n'est pas en plastique, matière plastique, mais apparemment, il y a des fibres en plastique dedans. La longévité de ces billets est plus longue, donc on peut les utiliser pour beaucoup plus de temps, etc. Et ça, c'est le développement naturel dans tout le monde. Et nous savons tous que notre président, notre administration, ils ne veulent pas être d'ailleurs en retard de tout le monde. Et ils essayent d'être toujours très près, sinon avec le mouvement du monde avancé, du monde industrialisé, etc. Nous voulons être toujours dans les premiers rangs. Alors cette transformation, ça vient juste dans cette... Est-ce que ça va ça va aider l'inclusion économique dans le pays? Pas directement, mais il y a tellement d'autres pas et d'autres mesures qui en sont déjà prises pour l'inclusion. Ça, à mon opinion, c'est un problème chronique qui doit être traité parce que nous avons, il y a un an et demi, nous avions peut-être 70% de notre économie grise, comme on appelle. Et maintenant, je pense que ce pourcentage a diminué un tout petit peu, mais c'est toujours très élevé. Alors, avec ce genre de choses, je ne suis pas expert et je ne peux pas le dire, mais je pense que si jamais on transforme ou on change les billets, les grands billets de 100 et 200 livres, et on demande aux gens de les changer, donc à ce temps, nous allons pouvoir sauter sur le plan inclusion. C'est-à-dire les gens qui gardent leur argent à la maison, ils seront obligés de les donner à la banque et comme ça sera révélé. Bon, je passe à un autre sujet. C'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui suit la situation exécutive pour la mise en place du réseau national unifié d'urgence et de la sécurité publique. Ceci a eu lieu lors de la réunion du chef de l'État avec le Premier ministre Moustapha Madbouli et un certain nombre de ministres. Salih Hamed et Yara Choucha nous donnent les détails et on va en discuter tout de suite avec notre invité. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Moustapha Madbouli ainsi que le ministre du Développement local Mahmoud Chahraoui, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq, la ministre de la Santé et de la Population Hala Zaïd et le ministre des Communications et des Technologies de l'Information Amr Talat. Ont également assisté à la réunion le gouverneur de Port Saïd Adel El-Ghabban ainsi que le chef du département des transmissions des forces armées, le chef d'état-major Bakr Abdel Wahab et le chef du comité du réseau mobile militaire, le général Amr Abdelmegid. La réunion a porté sur le suivi de la situation exécutive pour la mise en place du réseau national unifié d'urgence et de la sécurité publique. Dans ce contexte, le chef de l'État a été informé des développements de la mise en place du réseau national visant à obtenir un contrôle et une coopération complète entre toutes les parties pour contenir et faire face rapidement à tous les types d'urgences, de crises et de catastrophes dans un délai limité
et aussi le soutien des plans de développement durable grâce à l'utilisation des technologies de communication modernes dans le cadre d'un réseau unifié et entièrement sécurisé pour toutes les autorités concernées du pays. Le président As-Sisi a examiné le résultat de l'exploitation du modèle indicatif du réseau démarré à Port Saïd comme première phase en vue de la généralisation du système au niveau de la République. Cela se fait en reliant tous les éléments d'urgence et les installations vitales, tels que les services d'ambulance et de soins de santé, ainsi que les secteurs pétroliers et électriques, les services d'urgence, la circulation et la protection civile, à travers un centre principal et une salle d'opération spécialisée dans chaque gouvernorat pour recevoir les appels d'urgence des citoyens. Le président As-Sisi a dirigé de continuer à étudier et à évaluer tous les résultats de l'expérience pilote à Port Saïd pour élaborer le meilleur modèle national de fourniture de services d'appel d'urgence aux citoyens à travers le réseau national unifié, conformément aux normes internationales les plus élevées, en tenant compte de l'assurance globale du réseau avec les derniers moyens. Docteur Raouf Ghafar, voilà. Première question, de quoi il s'agit le réseau national unifié d'urgence et de la sécurité publique? C'est disons, une grande organisation qui va inclure tous les départements, toutes les agences, encore une fois, et qui ont affaire avec les urgences. Donc, on parle d'ambulance, services d'ambulance, incendie, les accidents, sécurité nationale, tout. Et ils vont être liés ensemble de façon à ce que pour certainement la santé, le ministre de la Santé, c'était très important, pour essayer de gérer les crises d'une manière scientifique, rapide et je veux dire intégration entre tout le pays. C'est-à-dire il y aura des agences locales dans chaque gouvernorat, il y aura des salles d'opération pour gérer ce genre il s'agit d'un réseau. Un réseau qui relie tout ce qui concerne la sécurité dans les régions. Exactement. Sécurité d'une fois, santé, urgence, etc. Sécurité nationale en même temps. Ils sont liés par probablement un très fort réseau d'Internet, de communication, pour que les informations soient facilement bouger d'un pas à l'autre pour essayer de traiter, comme je viens de dire, les crises d'une manière scientifique, d'une manière intégrale, en mobilisant toutes les agences qui ont affaire avec cette crise dans tout le pays. Ouais. Là, c'est la définition. Donnez-moi un exemple pour que les téléspectateurs comprennent. C'est-à-dire, oui, je n'aime pas de nature, je n'ai pas donné des exemples quand il y a, mais disons, si jamais... le coronavirus, par exemple. Un coronavirus. Parce qu'on le vit. C'est ça. Ouais. Disons, par exemple, qu'il y a un certain gouvernorat, une certaine ville, malheureusement, qui a été attaquée fortement, grièvement par le coronavirus. Et cette ville ou ce gouvernorat, pour être un peu plus grand, n'est pas équipé totalement pour traiter ce genre de crise. Donc, avec ce genre de réseau, il y aura toujours la situation dans cet endroit, qu'est-ce qu'ils ont besoin, d'où ils peuvent avoir l'aide la plus rapide, de quelle direction, de quel gouvernorat de voisinage, etc., de façon à ce qu'ils peuvent contenir cette crise rapidement et traiter avec d'une manière complète.
Donc ça, c'est un exemple. Et nous avons vu d'ailleurs déjà ceci avec le coronavirus. Mais je parle de peut-être des... Je ne vais pas dire le mot, mais si jamais il y a une catastrophe quelconque qui arrive quelque part, et c'est-à-dire pas tous les gouvernorats sont préparés. Ou bien quelque chose de soudain, inondation, pluie torrentielle, incendie, ça peut arriver n'importe où. Oui, voilà. Et l'endroit n'est pas équipé. Donc ça, c'est une manière de gestion de crise, je répète, scientifique globale, où on mobilise toutes les agences qui traitent ce sujet pour, comme je viens de dire, contenir cette crise et essayer de traiter d'une façon scientifique, rapide, pour empêcher peut-être la propagation, pour s'en finir rapidement, etc. etc. Ça existe dans beaucoup de pays. Et en Amérique, par exemple, il y a la FEMA, parce qu'eux, ils sont sujets à des hurricanes, des tempêtes, et des inondations, etc. Des ouragans. Oui, voilà. C'est là où cette agence intervient et ils ont là-bas les gardes nationales qui peuvent être mobilisées pour être bougées d'un endroit à un autre. Exactement, d'un État à un autre État, justement pour contenir le problème. Je pense que ça, c'est, encore une fois, dans le contexte de l'amélioration de l'Égypte en général. C'est-à-dire, nous avons vu la vie décente d'un côté, nous avons vu, c'est-à-dire, on donne aux citoyens égyptiens le service qu'un citoyen américain peut avoir. Très bien. Qui va diriger ce centre ou bien ce réseau? Bon, ça sera probablement sous la direction du peut-être Premier ministre, mais ces centres locaux seront probablement dirigés par les gouverneurs des différents gouvernorats, mais en tête, il y aura toujours le Premier ministre qui va gérer le tout. Et il y aura toujours, comme je viens de dire, il y aura une liaison par Internet, par communication, télécommunication, de manière à ce que tout le monde peut communiquer, peut s'entraider, et ça travaille comme un orchestre, vous voyez. Et peut-être le Premier ministre sera le chef d'orchestre, mais en principe, il y aura des joueurs partout, et ils vont s'entraider de manière à traiter ce genre de problème. Disons, avec une coopération entre tout le monde, toutes les agences concernées, etc. Je pense qu'encore ça va s'élargir, c'est-à-dire ça va commencer par peut-être des crises, mais à la rigueur, ça va augmenter pour inclure encore plus de services de manière à ce que ça aide Je veux penser que, à mon opinion, c'est un pas envers, par exemple, en Amérique, nous avons le nombre de la sécurité sociale. Oui. Et c'est un nombre la personne, c'est ce nombre. Si jamais ça rentre dans un ordinateur, vous avez tout ce qu'il faut à propos de cette personne. Donc, ça va aboutir à ça, de manière à ce que si jamais quelqu'un a un problème, on peut savoir si jamais comment le traiter, genre de son sang, etc. Bon, à chaque expérience, par exemple la sécurité médicale pour tout le pays, on a commencé par une petite ville pour essayer. Est-ce qu'on va commencer par une région, par exemple? Je pense que là, c'est la même chose. On va commencer par Port Saïd. Et probablement, Port Saïd a des particularités. Pourquoi on commence avec Port Saïd? À mon opinion, on commence par cette ville. C'est un gouvernorat bien défini, peut-être, et il y a probablement des avantages pour commencer.
c'est facile à le contenir, c'est ça. Oui. Et on commence là, si jamais, Inch'Allah, ça va réussir, on peut aller dans un autre gouvernorat, peut-être Ismailia, Suez, et puis aller ailleurs, de façon à ce que d'ici quelques années, on couvre tout. Mais c'est ça ma question, d'ici quelques années, on s'attend à généraliser cette expérience. Quand? La définition égale à une chose globale, c'est-à-dire ce réseau peut être fait, oui, dans un petit gouvernorat, mais ça doit être général. On va commencer, à mon opinion, par Port Saïd, par exemple, pour essayer de savoir si les pour et les contre, si jamais il y a des désavantages ici, il y a des fautes là, on peut se corriger de façon à ce que ce gouvernorat soit le pionnier et on essaye d'aboutir à la meilleure formule pour qu'on applique ceci dans les autres gouvernorats. Je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar, pour ces informations et ces explications, parce que il y a eu beaucoup de questions concernant ce sujet. La plupart des gens ne comprenaient pas exactement de quoi il s'agit, un réseau national unifié d'urgence et de la sécurité publique. Alors, vous avez bien éclairci ce point. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie, chers téléspectateurs. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.